Téléspectateurs, fidèles téléspectateurs des Oreb Télévision, ça c'est une bonne nouvelle pour vous. Suivez à partir de ce dimanche 13 août 2023 votre émission éminemment politique, votre humble serviteur, acteur politique de l'opposition et de la majorité, acteur de la société civile, leader. Amis téléspectateurs, bienvenue dans votre magazine Au cœur de l'actualité. Cette grande émission qui décrypte pour vous les différents sujets d'actualité, tant nationales que provinciales ou urbaines. Vous êtes de partout en train de nous suivre. Vous êtes en train de suivre Oreb Télévision, votre montagne des surprises en tout cas. Nous sommes très heureux de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs en train de nous suivre. Merci de votre fidélité à la grande chaîne au Congo central. Et merci de votre fidélité dans ce programme Au cœur de l'actualité, votre émission et votre tribune d'analyse sur des questions politiques. Et cette émission, c'est une émission de débat, c'est une émission où, comme disons, dans la diversité du choc d'idées jaillit la lumière. Et malheureusement, nous attendons encore quelques invités qui nous ont promis qu'ils seront là. Mais dans un premier temps, nous recevons pour vous, mesdames et messieurs, Maître Bakodi Langoma Congo. Lui, il est président interfédéral du parti politique Cause Commune. On en saura un peu plus dans cette émission qui sera réalisée pour vous par Mathieu Kitaouza et qui, je vois, Jonathan Mwanda sous la supervision évidemment de Prince Zao, notre directeur de programme. Voilà, le quorum étant atteint, on va passer aux choses essentielles, mesdames et messieurs. Maître Bakodi Langoma Congo, bienvenue. Surtout, c'est pour la première fois pour vous de participer dans cette émission, mais ce ne sera pas la dernière fois. Merci beaucoup, chers camarades, de m'avoir reçu sur votre plateau. Comme vous venez de le dire, c'est la première fois dans votre émission et je crois que ça ne sera pas la dernière fois et nous sommes avec vous. Voilà, je vous ai présenté comme président interfédéral du parti politique Cause Commune. On peut en savoir un peu plus sur la Cause Commune, le parti qui en est l'autorité morale, je ne sais pas si c'est le président, et qui en est le responsable numéro 1. L'autorité morale, c'est son Excellence Claude Ibalanki Ekolomba. Il est aujourd'hui ambassadeur itinérant du chef de l'État. Il fut le président des suivis des accords d'Addis Abeba. Il a lamentablement échoué. Je me rappelle Claude Ibalanki qui a piloté cette structure. La RDC n'a pas toujours sa paix dans la partie Est de la RDC. Le problème, ce n'est pas lui, le président, mais plutôt c'est le belligérant. Lui a apporté plus d'une fois des solutions des crises de sortie au conflit à l'est du pays et puis dans la région, mais les belligérants n'ont pas voulu suivre ou obtempérer. Donc il a échoué lamentablement dans sa mission. Il a échoué, les solutions sont là, les solutions sont présentées, mais ceux-là auprès de qui il avait eu à travailler n'ont pas eu à s'accaparer à prendre en compte ou à mettre en pratique
c'est que l'excellence Claude Mais Imala Maître avait Ngoma, mis quand comme- on a créé le mécanisme, l'objectif était d'en finir avec la guerre dans la partie Est surtout, et puis dans la région. Il n'est pas chef de classe ou capita avec un fouet pour tabasser ou tapoter. Mais s'il n'a pas réussi à fédérer tout le monde pour qu'on arrive à des solutions, donc on peut conclure. Fédérer, mais la mise en application de tout ce qu'il avait eu à mettre sur pied comme stratégie afin d'éradiquer la guerre à l'est du pays n'ont pas été respectés par le belligérant. Donc, lui a mis au profit son intelligence et aujourd'hui, les belligérants n'ont pas suivi. Donc, la faute n'incombe pas à lui, mais aux belligérants. Très bien, donc c'était juste l'entrée en matière, mais on peut dire que le parti Cause Commune est très bien implanté sur l'ensemble du territoire national. Effectivement, au Congo central, je suis à la tête de la Cause Commune il y a de cela 2 mois. Pour votre information, quant à ce qui concerne l'implantation du parti, je suis déjà sur l'ensemble des 10 territoires ainsi que de 2 villes. Raison pour laquelle nous avons fait aligner dans tout le territoire et dans le 2 villes. Ah, donc vous êtes aussi partie prenante au processus électoral. Nous sommes prenez part aux élections. Nous sommes partie prenante au processus électoral. Raison pour laquelle, mon frère, j'ai été retenu comme candidat pour la circonscription électorale de la ville de Matadi. Au niveau de la province ou au niveau national? Au niveau de la province. Ah, d'accord. On en parlera, je pense que dans les prochains jours, d'ici là, la CENI va donner le go. Le 19 novembre n'est pas si loin. Et vous êtes quand même préparés pour ça. On est préparés, chers camarades. Très bien, mesdames et messieurs, on va entamer la toute première thématique de cette soirée. C'est par rapport à la province Congo centrale et la fixation des frais scolaires. On en parle toujours. D'aucuns estiment que le gouverneur Guy Bandou a cédé par rapport à la pression. Vous avez aussi cette impression? Parce que le gouverneur avait pris un arrêté fixant les prix de frais scolaires et après il a revu le même arrêté. On peut dire que le gouverneur Guy Bandou au Congo central a cédé à la pression populaire. Il a revu sa décision. Maître Bakodi, là, qui est par devers vous, c'est parmi les gens qui sont montés au créneau. Je suis passé dans plusieurs chaînes de télé, dans des réseaux sociaux, j'ai matraqué pour dire et expliquer à l'opinion que si chez moi, ici à Matadi, les parents ont parfois la chance de trouver 70 000 francs congolais ou 90 000 voire 100 000 francs congolais de façon parfois échelonnée, mais la ville de Matadi n'est pas seulement la province du Congo central. Nous avons des coins le plus reculés de la province, là où pour avoir ne serait-ce que 15 000 francs congolais, les parents doivent aller au champ, cultiver et venir faire des pieds à 150 km pour vendre les produits de leur récolte. Raison pour laquelle l'année passée, avec l'augmentation de ces frais-là, qui était l'année écoulée à 18 000 francs congolais, l'augmentation à 37 000 francs, 39 et 42 000 francs congolais, a fait en sorte que plusieurs parents avaient vu leurs enfants retourner à la maison parce que les parents n'étaient pas en mesure de payer les 35 000. Mais du moins, on peut saluer cet humanisme du Ce gouverneur. n'est pas de l'humanisme, étant donné que le chef de l'État, s'il vous plaît, le chef de l'État a prôné, conformément à la Constitution de la République, la gratuité de l'enseignement de base. Et la continuité au niveau des 7e, 8e et consorts ne doit pas
être comme enfoués, mis derrière nos parents ou derrière nous les parents. Mais vous saluez quand même cet acte, Je non? ne salue Le pas cet gouverneur acte a puisque écouté la population l'éducation- et il a retiré sa décision. Au moins, on peut saluer. Je pourrais dire que c'est de l'amateurisme. Pourquoi? Parce que il n'avait pas pris les soins de mettre autour d'une table les parties prenantes quant à ce qui concerne l'éducation de nos enfants. Lorsque je parle des parties prenantes, nous avons l'inspecteur provincial des poules, nous avons le comité des parents, nous avons le gouvernement qui est représenté par lui, le gouverneur des provinces. Il fallait qu'il y ait au préalable une réunion. N'ayant pas pris en compte la méthodologie en question, raison pour laquelle il est allé vite en besogne, fixant le Minerval à 70 000 francs congolais. Lorsque nous avons crié, c'était la sonnette d'alarme, nous avons crié afin qu'on revoie les frais. Et quelques jours, 2 ou 3 jours après notre cri d'alarme, nous avons vu l'arrêté du gouverneur fixant ou remettant le Minerval à son prix initial, comme ça était l'année passée. Donc, il n'a pas été très bien conseillé. Ayant donné qu'il n'a pas été très bien conseillé, ne sachant pas Mais c'est pas pour sa première fois de fixer les prix quand même. Ce n'est pas pour sa première fois de fixer les prix de frais scolaires. Si lui dans son il en a au moins l'expérience. Si lui dans son bureau climatisé, 75 000 francs congolais, 120 000 francs congolais, c'est une miette ou l'argent des beignets pour les enfants le matin, dans les fins fonds de la province, 30 000 francs congolais même, c'est beaucoup d'argent. C'est pourquoi il a corrigé. C'est pourquoi il a corrigé. On peut saluer. Il est revenu à la raison. Il est revenu à la raison. Donc, un dirigeant ne peut pas gérer en tâtonnant. Il avait tâtonné et puis il est revenu à la raison parce qu'il a vu que la société civile n'était pas du tout d'accord avec son idée d'augmenter les frais scolaires. Ce n'est pas en double plus quelque chose, puisque c'était 39 000 francs congolais multiplié par 2 qui fera 70 et quelques de mille, et les autres dans la nomenclature de cet arrêté-là allaient jusqu'à 120 000 francs congolais. Mais il était aussi de son devoir d'écouter sa population et de revenir à sa décision. Donc, pour ça, au moins, vous pouvez quand même accepter que le gouverneur écoute sa population dans la province. Il a sapé l'idée du chef de l'État. Il s'est dit être champion de la vision du chef de l'État. La vision du chef de l'État en matière de l'enseignement, personne ne peut me contredire, même lui-même le sait. C'est d'abord le respect de la Constitution qui veut que l'enseignement de base soit gratuit. Après l'enseignement de base, c'est le cycle d'orientation de la fois passée qui est transformé en 7e et puis 8e, qui est la suite de l'enseignement de base, qui doit être fixé à un prix raisonnable. Un prix raisonnable peut dire 15 000 francs congolais, 20 000 francs congolais, mais on avait déjà accepté 30 000 de l'année passée. Comme on avait accepté le 30 000 de l'année passée, cette année, on ne devait pas aller au-delà de 40 000 ou au-delà de 30 000 francs congolais. Très bien. Puisque nous parlons de la province Congo centrale et cette émission, mesdames et messieurs, vous êtes en train de nous suivre depuis la ville de Matadi. Il serait quand même important qu'on parle un peu de la ville de Matadi. Maître Bakoudila, lorsque vous regardez la ville de Matadi aujourd'hui dans sa configuration, vous vous dites, vous avez quelle idée? Vous vous dites quoi de cette ville? Que nous sommes en train d'évoluer, que nous sommes en train d'aller vers le développement, ou vous sentez quelque chose? Qu'est-ce que vous avez comme impression lorsque vous regardez la ville de Matadi? La ville de Matadi, c'est la ville qui m'a vu naître. La ville de Matadi, c'est la ville qui m'a vu grandir. La ville de Matadi, c'est la ville qui me voit aujourd'hui parent. Je peux dire qu'il y a
la volonté dans les têtes des autorités, je n'ai pas dit dans la tête de l'autorité, dans les têtes des autorités, c'est-à-dire de développer la ville de Matadi. Lorsque vous parlez des autorités, alors qu'on sait qu'il y a une autorité urbaine, vous voulez dire quoi exactement? Je parle de l'autorité urbaine. Ah, d'accord. Même celui qui est passé et celui qui est là. Vous sentez la volonté. Je sens, la volonté de ces dirigeants, hein, l'ancien et puis les nouveaux, de développer la ville de Matadi. Mais les problèmes se trouvent chez nous, la population. Ah, okay. L'autorité, il y a de cela moi je crois que c'est une année ou une année et demie, le ministre de l'Environnement, en collaboration avec la mairie, avait lancé l'opération Matadi Bunkete. J'avais, étant leader d'opinion, j'avais reçu cette information, ou bien ces messages, la naissance de cette société-là, Matadi Bunkete, la naissance de ces lobbying-là comme salutaire pour la ville de Matadi. Mais d'aucuns estimaient que c'était un service de trop parce qu'au niveau de la mairie, il y a tout un service qui s'occupe de l'assainissement de la ville. On peut en avoir 10, 20, 30, même une centaine dans la ville, à condition que la ville devienne propre. Mais moi et toi qui me suis là-bas à la télé, nous ne nous sommes pas appropriés de ces services. Comment Vous ça? voyez les poubelles qu'on avait placées par-ci, par-là. C'était insuffisant, hein? Autour de la ville. C'était insuffisant. Mais qu'est-ce que nous déplorons? Les gens, en lieu et place de déposer des saletés ou des décombres légers, ont déposé même des déchets lourds, des poubelles, des sacs de poubelles où il y avait parfois des morceaux de fer, des morceaux de bois. Mais on devrait tenir compte quand même de la population parce que des poubelles là étaient tellement insuffisantes, si vous voyez, ça ne pouvait pas contenir les déchets de tout un quartier quand même. Si vous voyez, c'était de façon échelonnée. On avait d'abord commencé par la commune de Matadi. Hein? Je ne suis pas dans leur structure, mais ce que j'avais pu constater, on avait commencé avec la commune de Matadi. Pourquoi? Parce que la commune de Matadi est considérée comme la commune qu'on appelle des jambites. Hein? Jambites des villes. Donc, entre parenthèses des évolués. Et de là, l'autorité, selon mon entendement, avait cru que les habitants de la commune de Matadi allaient s'en approprier et puis allaient lui mettre un peu la main, donc pour les soutenir. Mais dommage, nous-mêmes la population, nous n'avons pas pu nous approprier de ces programmes, et raison pour laquelle vous verrez d'autres poubelles aujourd'hui ont été volées. Mais l'initiative est allée jusqu'à la commune de Nzanza, jusqu'à la commune de Mvouzi. Nous avons vu des poubelles placées le long de la route. On peut dire que l'initiative a échoué puisqu'on n'a pas pu maîtriser la situation sur terrain. On peut dire ça. C'est nous qui avions échoué. Nous, les bénéficiaires. Mais aujourd'hui, on ne parle plus de Matadi Bunkete. On ne parle plus de ça. C'est nous qui avions échoué. Si on s'était approprié de Matadi Bunkete, je crois que l'autorité allait avoir du courage de renouveler des poubelles cassées ou bien des poubelles défectueuses. Très bien, mesdames et messieurs, vous pouvez nous écrire au 085 90 35 125. Je pense que le numéro est affiché au bas de vos écrans. Vous pouvez nous écrire et nous allons lire vos SMS peut-être à la fin, à 5 minutes de la fin de cet entretien. On va parler des révélations troublantes de Corneille Nangaa. Vous avez suivi Corneille Nangaa en exil. Il a fait des révélations. Lui qui a piloté la machine électorale en 2018, il a dénoncé les accords politiques qui ont eu
pour placer l'actuel président Félix Tshisekedi à la tête de la RDC. Lorsque vous avez appris cette révélation de Corneille Nangaa en tant que l'un des partis de l'Union sacrée, ça vous a fait quoi? Bon, ou bien on est de la société civile ou bien on est politique. Corneille Nangaa fut président de la CENI, étant ressortissant de la société civile. Corneille Nangaa, s'il y avait des accords signés entre le président sortant ainsi que le président entrant qui est maintenant en place, ce n'est pas aujourd'hui qu'on devait nous parler de ces accords-là. Au moment où on criait sur ces fameux accords, Corneille Nangaa boudait et refusait d'accepter qu'il y avait un accord signé entre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi Tshilombo. Aujourd'hui, nous sommes à la porte d'une nouvelle mandature, d'un nouveau mandat du chef de l'État, d'un nouveau quinquennat. Vous voulez nous ramener en 2018. Je crois que c'est déliré. Corneille Nangaa, s'il a un problème personnel avec Félix Tshisekedi, il doit aller chercher Félix Tshisekedi et parler avec lui de vive voix. Il a estimé sans que... pour autant associer la population congolaise dans leur dossier, entre parenthèses, accord. Il n'a pas vu les effets de cet accord-là, parce qu'il s'attendait à ce que ces accords-là produisent des effets escomptés, des résultats palpables, pour le développement de l'homme congolais, pour le développement de la République, mais il n'a pas vu ça. C'est comme ça qu'il a déploré cette façon de faire. N'a-t-il pas raison, Corneille Nangaa? L'accord en question, je ne l'ai pas vu, si ça existe. Il a cité même des présidents africains qui étaient là. Si c'est l'accord que j'avais lu, vous avez lu quel accord? Le président Sisi, le président Kenyatta et puis Ramaphosa avait signé comme témoin. Je crois que dans cet accord-là, on ne parle pas de la situation des Congolais. On parle de la situation entre le président entrant ainsi que le président sortant. Mais c'était pour la bonne gouvernance de la RDC. Afin qu'il y ait passation pacifique et civilisée du pouvoir, puisque depuis que le Congo est Congo en 1960, indépendant, il n'y a jamais eu passation de pouvoir pacifique. Mais est-ce qu'on avait besoin d'un tel accord parce que les élections déjà avaient tranché? Est-ce qu'on avait encore besoin de grignoter quelque chose sur nous avons vu la Gambie avec, comment on l'appelait? Il a échoué aux élections. Il passe aux élections. Yaya Jammeh, il passe à la télé, il félicite le gagnant. Quelques jours après, il va retourner et c'est de dire en touchant aux armes. Raison pour laquelle le Sénégal avait aidé la Gambie pour chasser Yaya Jammeh. Il se pourrait que Kabila, après la proclamation de Félix Tshisekedi comme président de la République, pouvait, comme en 2006 avec Jean-Pierre Bemba, toucher aux armes. Mais c'était pas le contexte, n'était pas celui-là. Il fallait qu'il y ait passation pacifique du pouvoir, puisque rien n'empêchait à Kabila de faire cette passation pacifique du pouvoir, étant donné qu'il avait la police, il avait l'armée, il avait la banque centrale. Donc puisqu'il avait manifesté déjà cette bonne volonté, on suppose que ce qui pouvait venir après n'allait être que des illusions. Il avait manifesté la bonne volonté. Raison pour laquelle on ne devait pas avoir besoin de quelconque accord. S'il vous plaît, sur ce plateau, pas dans votre émission, je suis passé plus d'une fois durant le règne de Kabila, critiquer, fustiger la façon de faire de Kabila. Mais depuis qu'il y a eu passation pacifique du pouvoir entre Kabila et puis Félix Tshisekedi, j'ai commencé à analyser la personne de Joseph Kabila. J'ai réalisé que Kabila, c'est quand même un homme d'État. On s'est trompé de sa personnalité. Nous lui devons, on s'est trompé de sa personnalité, nous lui devons du respect
il mérite un chapitre entier dans l'histoire du Congo. Et ce chapitre-là, nous devons l'écrire dans la lettre d'or afin que nos enfants qui viendront lire puissent savoir que s'il y a eu passation pacifique du pouvoir, il y avait un monsieur mal aimé par les Congolais, mais qui enfin était encore jeune, puisqu'il avait encore 47 ans à cette époque-là, a accepté d'aller en retraite. Très bien. Je ne suis pas kabiliste, chers camarades, mais j'ai fait une analyse scientifique et objective. D'accord. Vous avez suivi le secrétaire général de l'UDPS qui a estimé que Kabila était quelqu'un de très correct. Il a vu parmi les partis politiques, c'était l'UDPS qui était le parti où il a donné le pouvoir. Est-ce que vous avez suivi une telle déclaration d'Augustin Kabouya? Bon, si vous dites que Augustin Kabouya qui a reconnu, si vous dites que c'est Kabila qui a donné le pouvoir à l'UDPS. Moi je sais que c'est la population qui a donné le pouvoir au président Félix Tshisekedi. Ce n'est pas à l'UDPS qu'on a donné le pouvoir. La population, par la voie démocratique, est allée aux urnes. La société civile, pilotée par Nanga en son temps, a organisé le processus électoral. Vous voulez parler de la CENI? La CENI. La société civile a donné Nanga est devenu président de la CENI. Il chapeautait la CENI et la CENI a organisé des élections de 2018. La population est allée aux urnes. En allant aux urnes, la population a choisi pour le président Félix Tshisekedi. Si Kabouya dit que Kabila est un homme honnête, il a vu l'UDPS et raison pour laquelle il a donné le pouvoir. Donc il se contredit. Il se contredit, il ne connaît pas, il ça ne connaît pas. justifie justement ce que Corneille Nangaa. Ça pourrait justifier le dire de Corneille Donc, on peut Nangaa. dire qu'il a existé, cet accord-là existait bel et bien. Parce qu'on doit passer à un autre sujet. Si cet accord existait, donc Kabouya ne mérite pas d'être secrétaire général de l'UDPS. Puisqu'il a avoué, s'il vous plaît, c'est un secrétaire général, il est appelé à la maturité, à plus de maturité et puis au secret d'État. Puisque si s'avérait que le président Félix Tshisekedi n'a pas été élu par la population, le secrétaire général ne pouvait pas dire, puisque c'est par déduction, par un raisonnement déductif, nous pouvons dire que Corneille Nangaa pouvait avoir raison. Voilà, mais je ne soutiens pas l'idée de Corneille Nangaa. J'ai déjà donné ma position, puisque jusque-là, je n'ai pas encore vu cet accord-là qui parle de plusieurs points. Mais l'accord que j'avais vu sur la toile n'a que 4 ou 5 articles qui ne parlent même pas de la situation de la population. Or, moi, je ne peux parler qu'au nom du peuple. Je ne peux pas parler au nom des individus. Très je bien. suis de l'Union sacrée. Ouais. Si vous me demandez venir ici parler au nom du président Félix Tshisekedi, je crois que je ne viendrai pas parler au nom du président Tshisekedi puisque je ne suis pas mandaté. Je viendrai parler au nom de l'Union sacrée et au nom du peuple. Merci Jean-Pierre qui nous suit depuis la commune d'Nzinda, il a écrit comme ça, à Kikwit-Ville. Merci beaucoup. Vous êtes tellement nombreux en train de nous suivre. Vous êtes en train de suivre votre émission Au cœur de l'actualité, une émission sur le débat autour des différents sujets d'actualité. Pour ce soir, nous recevons pour vous, mesdames et messieurs, Maître Bakoti Langoma Congo. Lui, il est président interfédéral du parti politique Cause Commune ici dans la province du Congo central. On va parler des élections sans pour autant entrer dans la campagne, mais on va analyser les différents aspects de ces processus électoraux. D'abord, lorsqu'on regarde le contexte, beaucoup pensent qu'on n'aura pas les élections, Maître Bakoti, cette année, et tout ce qui s'est fait là, n'est que de la poudre aux yeux des Congolais. Vous pensez qu'on peut avoir les élections au regard du contexte actuel?
Bon, je ne peux avoir une pensée négative puisque moi je suis démocrate, j'aime la démocratie. En démocratie, on pense et on dit tout haut ce qu'on pense sans pour autant heurter aux sensibilités, sans pour autant vexer les autres. Quant à ce qui concerne le processus électoral, je crois que la dernière fois, j'ai eu à parler avec madame la secrétaire exécutive provinciale de la CENI. Celle-ci m'a affirmé, étant donné que c'est elle qui est la technicienne numéro 1 en province du Congo central, en ce qui concerne la préparation ou bien l'organisation des élections, celle-ci m'avait dit que au mois de décembre, en ces jours-là du calendrier, moi et toi, nous irons aux urnes voter le candidat président de la République, nous irons voter nos candidats députés nationaux. À moins de 2 mois. À moins de 2 mois, vous pensez que tous les ingrédients sont réunis pour que la RDC puisse aller aux élections? Lorsque vous regardez les exigences électorales, vous vous dites que la RDC elle est prête. Ou la CENI, parlons de la CENI. Quant à ce qui concerne la logistique électorale, je ne suis pas mieux placé pour répondre, étant donné que Madame la CEP m'avait affirmé qu'il y aura des élections. Et si les violons ne s'accordent pas entre le gouvernement et la CENI nationale, là, ça ne nous regarde pas. Nous, ce que nous attendons, que le mois de décembre, la CENI nous organise des élections. Nous sommes dans le processus. Mais la fin du processus, c'est les élections et puis la publication du résultat. Que celui-ci est sorti président de la République. Celui-ci est sorti candidat, il est sorti député national, député provincial et puis conseiller communal. C'est ça la fin. C'est la fin qui justifie les moyens. Très bien. Quant à ce qui concerne la logistique, je ne suis pas de la CENI, je ne serai pas... Mais au moins vous êtes averti, vous êtes un observateur très averti, vous avez l'information, vous savez déjà là où la CENI a des difficultés. Nombreux pensent que le contexte ne permet pas. Pourquoi? Parce que il y a aussi l'aspect de l'insécurité, l'aspect de la guerre. Et une bonne partie des Congolais n'ont pas été enrôlés. On ne peut pas aller aux élections avec une bonne partie des Congolais qui n'est pas enrôlée. Là, c'est un faux fouillant. Puisque depuis 2006, je crois qu'à part les élections de 2006, là, toute la République avait voté. En 2011, il y avait une frange de la population qui n'avait pas voté. En 2018, il y a Yumbi qui est à l'ouest du pays. Qui a voté après. Qui a voté après. Mais qui a finalement fini par voter. Qui a finalement fini par voter, mais quelques jours après. De l'autre côté, à l'est, il y a toujours la guerre. En 2011, il y avait la guerre. On avait voté, Kabila a renouvelé le mandat. En 2018, la guerre était à l'est. Félix Tshisekedi élu président de la République. En 2023, il y aura élection. La population congolaise, c'est une affaire de 100 millions d'habitants. Mais si nous regardons les fichiers électoraux, on n'atteint même pas 50 millions d'enrôlés. Et ça prouve que même la population ne donne pas du crédit aux élections. Voilà. Ce n'est pas parce que le processus est biaisé, mais parce que la population n'est pas enseignée quant à ce qui concerne les élections. C'est comme si aussi la population ne se retrouve pas aux dirigeants qu'elle est en train de sélectionner et d'envoyer peut-être pour son compte. Bon, comme vous avez dit, nous ne sommes pas encore à la campagne, mais nous analysons, au moment de la campagne, il est difficile pour dire que le peuple ne se retrouve pas par rapport à ses élites. Nous savons bien, depuis que le baron Charles Seconda
baron de la Brède et de Montesquieu, qu'on appelle faussement Montesquieu, avait pris ce que nous appelons aujourd'hui la séparation des pouvoirs. Les pouvoirs exécutifs, législatifs et puis judiciaires. La population ne parvient pas à faire la différence ou le distinguo entre un exécutif et un législatif. Un exécutif, c'est celui qui exécute le programme du chef de l'État. Le seul élu au suffrage universel et direct qui a le moyen que le gouvernement, qui ne sont pas des élus, composé de membres qui ne sont pas des élus, exécute, c'est le chef de l'État. Donc, le chef de l'État vient avec son programme devant le Parlement et le Parlement approuve ses programmes. Après avoir approuvé ces programmes, le programme va auprès du Premier ministre et le Premier ministre met en application ce que le chef de l'État a comme programme au profit de la population. Nos députés, ainsi députés nationaux ainsi que les députés provinciaux, n'ont pas de moyens pour venir, ils n'ont pas un portefeuille pour venir auprès de la population pour faire ce que la population demande. Les parlementaires, lorsque nous prenons le mot parlementaire, ça vient du verbe parlementer. Alors, donc les parlementaires, est-ce que la question était par rapport à la population ne se retrouve pas exactement par rapport à ces élus. Alors les parlementaires, il n'y a pas un nombre très important désenrôlés. Ça pourrait justifier ce que vous venez de dire là. Étant donné que notre population ne comprend pas le rôle du député, la population croit que lorsqu'on t'a élu député, donc vous allez venir avec les moyens de l'État auprès de cette population, construire des ponts, faire ceci, faire cela. Non, le député est là pour faire le lobbying, pour prendre les désidérata de la population, l'amener auprès du pouvoir exécutif, pour que le pouvoir exécutif mette ces désidérata-là sur le point d'être exécuté. Et nous avons déjà 3 échéances, je pense, déjà en République démocratique du Congo, en 2006, 2011, 2018. Pensez-vous que jusque-là, la population n'a pas toujours maîtrisé le rôle de chaque pouvoir? La quasi-totalité de la population n'a pas encore maîtrisé. Pourquoi? Parce que le devoir civique aussi a, quand les membres de la députation provinciale, les membres de la députation nationale, c'est de venir auprès de la population dans chaque vacances parlementaire, communier avec cette population, faire la restitution. Nos députés ne font pas la restitution. Raison pour laquelle notre population n'est pas enseignée, n'a pas ce civisme-là de savoir quel est le vrai rôle du député. Lorsque nous prenons notre population, ce n'est pas une injure, mais je crois 70% de notre population est presque analphabète. Il y a des analphabètes et des semi-lettrés ou semi-analphabètes. Donc, il faut prendre le temps de passer devant cette population, leur parler dans leur langue maternelle pour que cette population comprenne. Je prends un exemple. Rapidement. L'histoire, je connais le Congo, tel que relaté par l'honorable Thomas Louaka. C'est la même histoire que nous avions étudiée quand nous étions élèves. Mais lorsque Thomas Louaka va passer à la télé, relater cette histoire-là en lingala, les Congolais vont se dire, ah, Ndokande Stanley à Salagaboye, ah, Ndokande Livingston à Salagaboye. Mais à qui revient la responsabilité maintenant? À qui revient cette responsabilité de sensibiliser la population pour qu'elle comprenne exactement le nœud du problème? La société civile est là, mais dans la ville de Matadi, nous voyons la société civile est quasiment perdue. Donc ça n'existe presque plus, quasi inexistant. Nous,
le cadre des partis politiques. Nous devons avoir un volet dans nos programmes de l'éducation civique et politique. Très bien. Alors, nos amis de l'armée, des forces armées de la République démocratique du Congo, nos amis de la police doivent dans leur parade avoir une partie de ce que nous appelons l'éducation civique et politique. Nous devons étudier l'éducation civique et politique, expliquer à tout le monde les rôles de qui doit faire quoi dans la société. Très bien. Mesdames et messieurs, on poursuit et peut-être nous acheminons petit à petit vers la fin de cet entretien que nous sommes en train d'évoluer avec Maître Bakodila Ngoma Congo. Alors, par rapport à l'élection présidentielle, nous avons déjà quelques candidats qui ont déposé leur candidature, d'autres encore ont annoncé leur candidature, mais on voit au niveau de l'Union sacrée, il y a seulement un seul candidat. C'est comme s'il n'y a pas la démocratie à l'Union sacrée. Pourquoi tout le monde doit être autour d'un seul candidat alors que plusieurs ont des ambitions? Il y a de cela 3 jours, 2 ou 3 jours, l'Union sacrée avait un congrès. Un congrès veut dire que la réunion de tous les partis, donc nos cadres des partis politiques, nos autorités morales, nos présidents des partis, nos secrétaires généraux étaient ensemble et ont réfléchi. Et au cours de ces congrès-là, l'Union sacrée avait décidé que cette fois-ci, on va appuyer pour la seconde fois la candidature de son Excellence, Monsieur le Président Félix Antoine Tshisekedi à la magistrature suprême. Dire qu'il n'y a pas la démocratie, je pense non. Puisque en démocratie, il y a la voix de la majorité, aussi la voix de la minorité. Je ne dis pas que tout le monde était d'accord que ce soit seulement le président Félix Tshisekedi. Parmi les membres de l'Union sacrée, il y a aussi des voix qui avaient dit non, mais après élection, on a vu que c'était le oui qui avait remporté. Et en démocratie, lorsque vous êtes minoritaire, vous devez accepter la voix de la majorité. Mais pourtant, du côté de l'opposition, on sent qu'il y a plusieurs candidats, ils vont peut-être en ordre dispersé, mais au moins on sent que les ambitions, chacun est en train d'exprimer ses ambitions. Oui, donc c'est la démocratie. Vous avez pleinement raison. Je fus coordonnateur provincial de la dynamique de l'opposition, alors que Félix Tshisekedi, Fayoulou, Moïse Katumbi, Vital Kamerhe et consorts étaient aussi à l'opposition. Mais nous avons vu parmi les gens que je venais de citer, il y avait de ceux-là qui faisaient parfois, ils sont avec Kabila, ils reviennent à l'opposition, ils étaient à l'opposition, ils vont vers Kabila. Mais aujourd'hui, tous nous sommes... Vous avez choisi vos camps. Nous sommes à côté du président Félix Tshisekedi. Lorsque c'était Joseph Kabila, déjà en 2006, après le premier tour des élections, il y avait plusieurs candidats. En 2006, il y avait 33 candidats. Lorsque les 29 candidats, les 31 candidats ont tombé, ils sont tombés, il restait que Jean-Pierre Bemba et puis Joseph Kabila. Il y avait des accords ou des alliances. Dans ces accords-là, la majorité avait choisi pour le camp Kabila. Les autres sont allés pour soutenir Jean-Pierre Bemba. À la fin, au deuxième tour, nous avons vu Jean-Pierre Bemba en duel avec Joseph Kabila. La CEI avait proclamé Joseph Kabila. En 2011, c'est le vieux Tshisekedi qui va se présenter. Pour le compte de l'opposition. Pour le compte de l'opposition, le vieux Kengo de l'autre côté, d'autres opposants aussi étaient là. Mais la majorité de la population avait choisi le camp Tshisekedi. Alors, pour faire vite, les uns estiment que c'est à l'opposition où on sent vraiment que l'expression de la démocratie est la loi sur l'opposition est là. Mais
mets ça dans ta tête que jusqu'au jour d'aujourd'hui, cette loi n'est pas encore mise d'application. Dans cette loi-là, il est stipulé que l'opposition congolaise doit avoir un leader. Jusque-là, on n'a pas encore choisi un leader. Pourquoi? Parce que Katumbi veut que ça soit lui. Fayoulou veut que ça soit lui. À l'époque, Tshisekedi voulait que ça soit lui. Kamere voulait que ça soit lui, et ainsi de suite. Alors, lorsque vous regardez les différents candidats, le problème, il y a un candidat qui s'est ajouté, Denis Mukwege, qui parfois les gens pensaient qu'il ne s'occupe pas de la politique. C'était quand même une surprise pour vous. Ce n'était pas une surprise, étant donné que nous étions avec Mukwege à l'époque de la dynamique de l'opposition. Il n'était pas dans l'opposition, mais il a participé avec nous. Et le camp Kabila mettait toujours des quads sur la route de Mukwege. Et je savais déjà que dans les jours à venir, Mukwege allait se prononcer pour la politique et quitter le camp de la société civile. Je savais. Voilà, on est arrivé à la fin. Malheureusement, plusieurs sujets n'ont pas été débattus, faute de temps. Vous savez, à la télévision, c'est vraiment les temps. On va conclure, Maître Bakodila Ngoma Congo, lorsque vous regardez la caméra. Qu'est-ce que vous dites à cette population par rapport au contexte actuel? Que je demande à la population de garder toujours son calme, d'être toujours confiant à nos dirigeants, à partir du chef de l'État jusqu'au bourgmestre de la République. Donnons aussi la chance à la démocratie de très bien marcher. Qui dit la démocratie accepte les pouvoirs, les poids et les contrepoids. Donc les pouvoirs ainsi que l'opposition. On est libre, nous avons une constitution qui garantit l'opposition au sein de la République. Ceux qui veulent faire la politique aux côtés de l'opposition sont libres, et ceux qui veulent faire la politique aux côtés du pouvoir sont aussi libres. Même les gens de la société civile sont aussi libres. Donc, nous sommes dans un État démocratique où toutes les tendances sont prises en compte, mais dans le respect de l'autrui. Merci beaucoup. C'est en ce terme que nous bouclons cette émission, ce magazine sur les différents sujets d'actualité. Votre émission au cœur de l'actualité, vous l'avez suivi à partir ici, au Congo central, dans la ville de Matadi. Nous avons reçu pour vous, mesdames et messieurs, Maître Bakodila Ngoma Congo. Malheureusement, il n'a pas partagé le plateau ce soir avec d'autres co-débatteurs, mais sinon l'émission, elle reçoit plusieurs invités pour décrypter l'actualité. Si vous voulez passer prochainement dans cette émission, le numéro est là, vous pouvez nous contacter et vous serez là bienvenue. Cette émission est complètement terminée. Vous allez la suivre en rediffusion le jeudi à 17h40, heure des Matadi. Quant à moi, je vous retrouve le mardi prochain à la même heure et avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programme sur Oreb Télévision, votre montagne de surprises. Au revoir.